Ce matin, nous posons la question de savoir comment créer des industries locales à partir des petits business. Comment créer des industries locales à partir des petits business. C'est la problématique dans le cadre de mardi entrepreneuriat. Et comme d'habitude, c'est Ibrahim Maxime Julien qui nous plante le décor. Merci El Perfecto pour la parole qui est donnée. Ma première prise de parole va s'axer sur la bonne compréhension de deux mots dans cette phrase. Le mot industrie et le mot petit business. Pour qu'on comprenne exactement d'où on part et où on va. Parce qu'il faut dire en réalité que c'est littéralement ce qui fait la différence entre les économies pauvres et les économies puissantes. Il y a beaucoup de pays qui produisent, mais il y a très peu qui transforment et encore moins qui industrialisent. Et souvent, quand on lit les cours, on demande c'est quoi l'industrialisation. Ce qu'on nous donne comme concept ou de compréhension d'industrie fait en sorte qu'on n'arrive pas à bien comprendre ce qui entre à l'intérieur et ce vers quoi on est exactement en train d'aller. Donc, je vais demander à la régie de m'aider en mettant l'outil que j'ai pris la peine de mettre sur pied, qui s'appelle le cycle industrie, et de zoomer, qui pour permettre aux copanélistes de comprendre exactement que signifie industrie. S'il peut davantage agrandir, c'est un sigle parfait qui a 10 mots. Le I de industrie là signifie en fait identifier le besoin réel. Chaque commune, par exemple, a des besoins. Il y a des maires, ils vont vous dire, vraiment, on va lancer l'usine de l'industrie du jus de mangue ici parce qu'il y a beaucoup de mangue. Est-ce que c'est là pour résoudre un problème réel? Est-ce que c'est la mangue qui correspond le mieux à l'industrie que vous devez lancer en ce moment-là? Donc, le premier I de industrie, c'est de pouvoir identifier en réalité le besoin réel. Le deuxième I de industrie, c'est de pouvoir nourrir l'innovation. Parce que l'industrie dit que si tu décides de passer de la phase locale à la phase industrielle, alors tu as décidé en réalité d'apporter une innovation, une plus-value au niveau de la forme, au niveau de la qualité, dans le produit que tu es en train de commercialiser ou de mettre sur pied. Donc, tu dois faire des recherches et créer quelque chose de plus. C'est le deuxième M là, que signifie nourrir l'innovation. Le troisième là, D, c'est développer les compétences. C'est-à-dire, vous devez former, avoir un personnel qui est spécialisé, vous devez, n'est-ce pas, discipliner les équipes et valoriser le capital humain. C'est ce que ça signifie, dit qu'on va lancer une industrie dans un pays. Or, il y a beaucoup de communes qui lancent, mais ils n'ont pas encore rempli ces trois paramètres-là. Et vous arrivez au petit 4 sur les 10 éléments, qui est le U, utiliser les ressources locales. C'est là où on parle de la valorisation de la matière première et des talents et de la transformation locale. Or, quand les gens pensent aux industries, ils pensent qu'on va transformer ceci, sans avoir compris qu'en réalité, c'est pas à ce niveau-là que commence l'industrie. L'industrie commence beaucoup plus en amont. Ensuite, vous avez le S, pour structurer des systèmes, parce qu'effectivement, c'est un système qu'on met en place lorsqu'on décide de mettre des industries. C'est plus du travail manuel, c'est tout un arsenal. Vous devez donc mettre en place de la logistique, vous devez créer des normes et standards, vous devez organiser le financement et vous devez bâtir des chaînes de valeur. Parce que la vérité, c'est qu'il faut pouvoir quitter d'une activité artisanale ou de subsistance à développer une chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur qui va devenir une industrie et qui pourra par la suite devenir un écosystème économique. Ou si vous voulez un système économique. Et le T de industrie signifie en réalité transformer à grande échelle. Et c'est souvent la perception que tout le monde a. Produit avec du volume, en qualité et avec constance, c'est-à-dire on autonomise la quantité des produits qu'on est en train de mettre à disposition et on maintient la même qualité, pas un produit qui a 10 recettes, qui a 10 goûts, qui a 10 façons d'être préparé, non. Et le R là, de industrie, réinvestit dans la croissance. Parce qu'en réalité, vous réinvestissez dans les profils, vous investissez dans les machines, vous investissez dans la recherche de la formation et la diversification. Et enfin, ou pas enfin, le I de impacter la société. C'est ce que veut dire le I de industrie là. Créer des emplois décents, réduire la pauvreté, développer les infrastructures, stabiliser l'économie. C'est ce que vous faites en réalité à partir d'une industrie. C'est ce qu'on peut bénéficier de la part d'une industrie. Et l'avant-dernier qui est le E, exporter la valeur. Parce que le but de l'industrie, c'est également de pouvoir exporter ce qui a été produit localement, c'est-à-dire vous vendez au-delà de nos frontières, vous essayez de conquérir de nouveaux marchés, vous créez des marques fortes, vous attirez de la devise, et enfin le 10 là, le S, c'est en fait soutenir la souveraineté au travers d'une maîtrise alimentaire. Parfait, est-ce qu'il y a un seul élément
nutritionnelle dont on a la maîtrise. Je viens de lire dans les journaux quand M. Biya faisait l'inventaire qu'on a décidé d'importer le maïs. C'est-à-dire que même un élément, on n'arrive pas à quitter de la production locale vers l'industrialisation. Quels sont donc les mécanismes? Parce que quand on définit industrie comme ça, on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre d'un entrepreneur minime qui dit qu'il va se lancer. Parce qu'on ne comprend même pas d'abord ce que ça signifie. Ça signifie tous ces éléments-là. Et cela nous dit qu'il faut pouvoir mettre en place la passation des activités artisanales vers le développement des chaînes de valeur. On quitte des chaînes de valeur vers les industries, on quitte des industries vers un écosystème économique qui soit avantageux et qui permette la croissance de l'État, la croissance du niveau de revenus au Cameroun. C'est de ça qu'il est en réalité question. Ibrahim Maxime Julien, en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne? Ce que je veux que l'on retienne, c'est que l'industrie est un système qui englobe plein d'éléments. Et donc l'ignorance d'un seul élément fait en sorte que l'industrie que vous lancez là n'aboutisse pas. Il y a des gens parce qu'ils pensent qu'il faut qu'effectivement on parle d'impôt substitution, qu'on va aller dans une commune, on va lancer l'industrialisation de ceci, sans pouvoir avoir identifié le problème qu'ils veulent effectivement résoudre. Est-ce qu'en réalité, ils veulent résoudre le problème du produit qui est le plus demandé? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent réduire l'importation? Est-ce que c'est parce que sur le plan économique, ils veulent gagner des marchés? Tant qu'on ne met pas en contribution tous les éléments de ce que c'est qu'une industrie, on n'arrivera pas à avoir une industrie. Formidable. Et là, je vais passer la parole à Cyril Chambal, lui qui est justement dans une autre vie, chef d'entreprise, et depuis de longues années. Cyril, nous parlons ce matin des industries, mais avec un ancrage bien précis. Hein. Comment partir, comment créer des industries locales à partir des petits business. Oui, en fait... le consultant a brossé une belle panel de choses qui sont très intéressantes. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur le parcours. On dit partir d'un petit business. C'est quoi un petit business au Cameroun? En fait, c'est tous ces gens-là qui font ce qu'on appelle de l'informel. Et nous sommes souvent beaucoup dans l'informel. Dans mon activité, par exemple, je vends entre autres des gants de protection, des bottes de pluie, les EPI. Les EPI. Alors, on a des grandes commandes, des entreprises nationales qui font des commandes par milliers. À un moment donné, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, au lieu de prendre 5, 10 000, 15 000 paires de bottes en Chine ou en France, trouver une petite unité. Et je m'étais renseigné en Chine. L'unité valait à peu près une trentaine de millions. C'était faisable. Mais quand j'ai fait l'étude de faisabilité, je me suis heurté à des difficultés qui sont réelles. Des difficultés notamment sur l'approvisionnement en matière première, qui est le caoutchouc. Je me dis, mais nous sommes producteurs de caoutchouc, je peux m'adresser à EVCAM. Mais quand je vais vers là-bas, on me dit, non, la production d'EVCAM est préemptée. Ça veut dire quoi? Pouvoir de préemption, c'est-à-dire quelqu'un a pris avant. Quelqu'un a pris. Et il est prioritaire. Qui exploite la plantation. Incroyable. Des VA au Cameroun a déjà un partenaire. Et c'est vendu pour une quinzaine d'années. Voilà. Quinzaine d'années. Bien sûr, cela veut dire que nous n'avons pas accès. Incroyable. Ça, c'est le premier problème. Vous parlez des VCAM. Là, je parle des VCAM, de l'EVA, en gros. Donc, tout le caoutchouc que nous produisons là, ce n'est plus pour Quelqu'un nous. a déjà acheté. Non, c'est déjà acheté. C'est pour nous, parce qu'on a pris les impôts. C'est même pour ça qu'ils viennent. Il dit quelque chose de fondamental. Par exemple, c'est néfaste et ridicule à la limite. pendant longtemps, Donc, si maintenant il y a un industriel camerounais lui-même qui a besoin il faut qu'il crée sa de l'EVA, il doit aller en Turquie, Ou bien il crée sa il doit aller au Les Bangladesh. ressources locales. Oui. Ou bien il crée sa plantation. Tout comme peut-être vous ne savez pas, le Cameroun importe de l'huile de palme. Bien sûr. L'huile de palme. Alors que nous avons Socapalm, qui fait de l'huile de palme pour l'exportation. Au Cameroun. Il a utilisé l'expression conseil. Espace mini. Je viens. Donc, quand je regarde ça, je me dis, ah, c'est compliqué. Premier problème. Second problème, on regarde avec les ingénieurs la faisabilité sur le plan énergétique. Le gars me dit, il vous faut un groupe électrogène au-dessus de 15 kVA. Parce que vous n'avez pas d'apport en électricité suffisant. Et dans votre zone, ce qu'on appelle haute tension, là, ça n'existe même pas. Ça veut dire que l'entreprise devait fonctionner la moitié du temps sous groupe électrogène. Les coûts de Consommation de foile. Exorbitants. Pour le foile, il faut préciser. Les problèmes de la technicité locale.
Donc quand on a regardé le coût de revient du produit fini au Cameroun, il est bien plus cher que d'aller l'acheter en Chine, de l'importer, payer la douane, payer les impôts. Parce que le plus grand frein à l'industrialisation ou à la promotion de l'industrie locale vers l'industrie, c'est le fait que notre environnement ne soit pas assez construit autour de ce patriotisme économique. C'est-à-dire que nos ressources minières, nos ressources premières ne nous appartiennent pas, il ne faut pas se le cacher. Notre orientation de production est faite pour l'exportation. Et notre consommation est orientée pour l'importation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun a une balance commerciale qui déficitaire essentiellement. Et elle continue à l'être parce que, par exemple, des denrées comme le riz, nous n'arrivons pas à produire. Et là encore, je vais vous dire, le riz qui est produit au Cameroun est exporté en Chine. Pendant que nous importons du riz de mauvaise qualité de l'Indochine. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle d'une autre manière la sorcellerie? Bon, c'est une forme de sorcellerie. Mais ils ont trouvé un nom économique, le dumping. Et je prends encore un autre élément. Aujourd'hui, vous avez parlé du maïs. Et là, vous allez jeter. Les brasseries qui utilisent le maïs importent autour de 85% du maïs qu'on fabrique ou qu'on utilise pour fabriquer la bière. Cela vient du Brésil parce que notre environnement n'est pas compétitif. Le maïs que nous produisons n'est pas assez abondant et de qualité standardisée pour pouvoir correspondre aux standards de la fabrication de bière. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que quand on parle d'industrie, on parle de normes. Et les Camerounais sont souvent rétifs aux normes. Et je finis par là, ici, en disant qu'il y a eu des formidables, des choses qui ont été signées, les APE, il y avait à l'époque l'AGOA, des accords avec de libre-échange avec les États-Unis, où on disait les entreprises camerounaises de zones africaines, donc le Cameroun, pouvaient aller vendre aux États-Unis. Mais chaque fois que ces entreprises ont proposé des produits sur le marché américain, c'est pas valide parce qu'il faut respecter les normes américaines. Et c'est la même chose que nous vivons avec l'Union européenne. Autant ils peuvent venir nous vendre leurs produits, nous avons la même capacité d'aller vendre chez eux, mais est-ce que nos produits sont assez standardisés et conformes aux normes pour pouvoir être vendus là-bas? Donc je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en œuvre. C'était le bureau d'évolution des normes. Bureau de la normalisation. La normalisation. Mais c'est des choses qui sont escamotées. Et c'est escamoté pourquoi? Parce que malheureusement, dans la compréhension de notre défi économique, on a trop souvent laissé la part belle aux fonctionnaires et aux administrateurs, alors que les opérateurs économiques sont marginalisés de côté. Je salue ici, par exemple, le président Tawamba du JICAM, qui, depuis qu'il est élu, porte la voix des entrepreneurs. Parce que l'entreprise, c'est une expertise. Il faut qu'on le comprenne. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on a gardé dans l'esprit que l'entrepreneur est un débrouillard. Non, l'entreprise est une expertise. Et dans les entreprises, il y a des personnes formées à de très haut niveau et qui peuvent apporter à l'économie. Pourquoi n'avons-nous jamais nommé un opérateur du privé, par exemple au ministère de l'économie et des finances? Pourquoi croit-on que c'est toujours l'apanage des gens qui ont fait les NAM? Or, ce pays doit regarder les choses avec une autre différence. Et je prends encore, et je termine s'il te plaît, décidément, sur le fait que la plupart des projets qui ont été mis en œuvre pour soutenir l'industrialisation du Cameroun ont été escamotés parce que les gens ont cru que c'était des mannes financières. Projet manioc au sol, projet maïs au sol, projet banane, on regarde. Vous voyez vous-même que l'État pourtant l'État fait des efforts. L'État met des milliards et des milliards, mais ce sont ceux qui sont chargés de suivre ces politiques, de les appliquer, qui sont devenus en réalité comment on va dire ça, ceux même qui tuent ces dynamiques-là, parce qu'elles ne comprennent pas que... Et j'interpelle les pouvoirs publics de monter des concertations réelles et sincères vis-à-vis de ces secteurs, parce qu'il faut qu'on rentre dans l'industrialisation. Nous sommes dans une sous-région avec des opportunités économiques. Est-ce que vous savez que c'est le Gabon qui nous livre l'huile de palme? Je finis là-dessus, ça va vous parler. Que de révélations ce matin, en direct sur Espace Miné. Cette affaire d'EVA, cette affaire d'huile de palme. Je pense que c'est une autre forme de sorcellerie. On va passer la parole à Mr. Penda. Monsieur Penda, beaucoup pensent que si lui a lancé son petit business, il doit se limiter à ce niveau. Beaucoup pensent également qu'il y a trop de blocages pour pouvoir émerger. Vous vous situez à quel niveau au niveau de l'analyse? Je me situe au niveau de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de blocages. Parce que le petit business, c'est en toute logique
qu'il devrait passer du petit business à une industrie locale dans l'intérêt même du promoteur. Je ne vois pas, je vais le dire en petit, Zavinimvaï. Comment on ressent un vaille? Voilà. Vous pouvez me dire pédagogiquement que quelqu'un qui a créé son petit business ne serait pas heureux de constater que le petit business a évolué? Non, je crois que l'écosystème devrait pouvoir faire son aggiornamento le plus rapidement possible. Importe, institution autre, les opportunités sont nombreuses. Mais pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne donnent pas la place qu'il faut à ceux qui connaissent l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'un tel génie ou un tel talent ne devrait-il pas être rapidement récupéré par l'État pour en faire quelqu'un qui permettrait à l'entrepreneuriat de trouver son envol? Parfait, je ne comprends pas nos fonctionnaires. Je ne comprends pas ce que nous voulons faire de ce pays véritablement. Qu'est-ce que nous faisons dans les bureaux? Des valeurs comme celle-ci, les récupérer, leur dire de venir, aller au JICAM, sortir de la division du soupçon politique. Parce que la vérité, c'est de cette économie valorisée dont on a besoin pour doper la croissance. Pourquoi est-ce que nous voulons nous engluer? Non, maintenant le JICAM est essentiellement fait de... Non, sortons de cette division. De cette division qui nous permet... Nous stagnons. On fait un taux de croissance atteint depuis 15 ans. Quand je dis croissance atteinte, c'est-à-dire une croissance qui ne nous apporte rien. On est entre 4 et 5%. Alors que les gens, chaque année, il y en a qui sont déjà à 12%. Ils ne nous représentent en termes de ressources humaines. Non, sortons vraiment. Est-ce qu'on arrivera même à 6? Je souhaite. Nous devons, vos plateaux doivent servir à 2,1%. Nous devons, mondiale. Toute l'Afrique. Nous devons absolument saisir l'occasion de les plateaux comme les vôtres pour le dire avec froideur. Ce n'est pas une histoire de Biya ou de Célestin Taramba, c'est une histoire de l'avenir du Cameroun. Allons chercher la valeur où elle se trouve, mettons-la à la position qu'elle mérite et avançons. Mais que les fonctionnaires arrêtent. Surtout ces fonctionnaires qu'on connaît qui galvaudent autour de la décision centrale. Qu'ils arrêtent. Parfait, qu'ils arrêtent. Ce pays va cramer alors qu'il a tout. Un pays béni de Dieu. Un pays béni de Dieu. Il y a le président de la République, lui-même dans un de ses discours, il y a une quinzaine d'années, c'était en 31 décembre, il a commencé à citer lui-même ce que le Cameroun regorge comme ressources, les ressources du sol et du sous-sol, les minéraux, que sais-je encore, et lui-même a posé la question, qu'est-ce qui nous manque? Personne n'a répondu à cette question jusqu'à ce jour. Moi, je voulais poser la même question au président. C'est à lui-même qu'il faut reposer la question. Pose-lui alors la question. Mais excellent, monsieur le président de la République, qu'est-ce qui nous manque? Regarde d'abord et final, je vous passe le micro. Merci parfait pour la parole. C'est vrai que c'est un peu difficile de prendre la parole quand Ibrahim a déjà parlé, parce que là, est vraiment dans son élément. C'est un expert. Et on ressent l'expertise parler. Mais quand même, je voudrais faire quelques observations. Allons-y. Nous sommes au Cameroun. Comment créer des industries locales à partir des petits business. Je voudrais déjà observer que c'est très compliqué dans le secteur informel. Parce qu'en fait, les matières que l'on veut développer sont là. On peut parler de manioc, on peut parler de bananes, tout ce qu'on veut. Les terres sont là et autres. Mais il se trouve que tout ceci doit se faire avec un minimum de moyens financiers. Tout à fait. Donc, la première idée que moi j'ai, ce sont les coopératives. Des gens qui se mettent ensemble pour porter un projet. Je pense que les coopératives peuvent porter des petits business comme ça. Ça veut dire un groupe de personnes qui décident de construire une vision et d'atteindre un objectif précis. Ça, c'est le premier point. Je te coupe pas, c'est décliné comme ça dans la SND 30. Ça, mais pourquoi ça ne... Voilà. Vas-y. Le deuxième point de mon observation aussi, ou alors en guise de solution, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans les banques. Les banques... Elles sont même en surliquidité. Bien sûr, les banques devraient pouvoir financer. Mais apparemment, les banques ne prêtent qu'aux riches.
Bon, ça, il n'est pas vérifié, ça pas fait. Non, c'est vrai. Voilà. Mais non, Quand tu as un petit business, oui. c'est facile pour qu'une banque au Cameroun te prête de l'argent. Alors, vous imaginez tout un cerveau comme Ibrahim dans un projet qui est savamment pensé. Parce que tous les clichés présentés sur le plan théorique indiquent, selon sa science, qu'il faut respecter ces étapes-là pour aboutir justement à l'objectif final qui est la création d'une industrie locale à partir d'un petit business. Mais seulement, quand il y a toutes ces expertises, moi je pense que les responsables des banques devraient s'intéresser à ce type de projet. Vérifier seulement les garanties ou alors la fiabilité suffisamment consistante d'un tel projet. Mais maintenant, au-delà de ces éléments que j'ai présentés, il y a aussi que M. Parfait a ici trop d'impôts tuent l'impôt. Dommage. Des gens ont des business qu'ils entendent porter, mais je vous dis, nous sommes dans un environnement où vous avez porté votre projet dans l'esprit. Il n'est même pas encore matérialisé. Vous avez même rêvé seulement que vous voulez créer un call box. Et vous payez à l'impôt. Quand vous vous levez le matin, un monsieur est déjà devant vous, il est grand de taille, il a un ventre avancé, il connaît tout en matière de taxes. Il vous a rien taxé pour le business que vous avez porté seulement dans les rêves. Ce n'est même pas un business déjà matérialisé. Donc, beaucoup ont fermé boutique parce que asphyxiés par des impôts. Donc, dans un environnement comme celui-là, c'est un peu trop compliqué. Moi, je ne voudrais pas revenir sur la dénonciation du professeur Penda de Cyril par rapport aux efforts de l'État à investir pour l'industrialisation. Non, c'est que nous sommes arrivés au Cameroun dans une situation où, quand quelqu'un est nommé, il considère que c'est sa part du gâteau. Ou un tout petit On a pensé à lui. Voilà, et il ne rend pas compte parce qu'en fait, vous trouverez que c'est un enfant chéri d'un réseau qui est puissant. Et vous verrez même que si l'État veut même vous accorder ce financement, mais il y a des gens dans leur bureau qui vous exigent un pourcentage, n'est-ce pas, qui conditionnent le déblocage des fonds de l'argent public pour l'accompagnement, pour le soutien de l'État à un projet privé, à un projet comme celui-là. Donc, je pense que nous sommes un pays où il y a un déficit criard de patriotisme et surtout de volonté, la volonté de bien faire les choses. Alain Douk, avez-vous l'impression, argument en main, que l'ordre gouvernant au Cameroun fait un effort pour que nous partions des petits business pour finalement des industries locales? En vérité, Parfait, tel que le sujet a été formulé, on y voit plus, en mon sens. Non pas l'angle de traitement de voir comment la macro-structure étatique se met en branle pour permettre à l'écosystème des petites affaires de changer, de faire leur mue pour devenir des industries. Mais on est au niveau micro pour voir comment, voilà, des particuliers, des opérateurs qui ont des petites affaires, comment ils devraient se comporter pour en arriver à cette transformation. Et le mot à sa place qui permet d'arriver à l'industrie, Parce que Cyril le disait tout à l'heure, il a dit, lorsqu'on parle des petites affaires ici, vous voyez l'informel. Mais dans le contexte camerounais, je rajoute du vin, de l'eau au moulin de Cyril, on a bien des affaires formalisées qui ne sont pas dans l'informel, qui sont des petites affaires. C'est des petites affaires. Pourquoi je le dis? Des affaires formalisées. Elles existent avec une existence juridique, mais c'est des petites affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut justement faire le distinguo entre l'industrie et les affaires. Dès qu'on parle de l'industrie, on voit une production à haute échelle. On voit une mobilisation technique et technologique. On voit une standardisation du processus de production. Vous avez parlé de la question des normes tout à l'heure, etc. Le même produit, ça doit souffrir de rien, identique. Voilà, et en grande quantité, en grande disponibilité. Il faut donc maîtriser les processus de production. Donc ça doit être clair. Vous voyez que ça interpelle un ensemble de choses et de compétences. Ça complexifie la chose par rapport à la petite affaire. La petite affaire reste où elle est, c'est une petite affaire.
avec l'industrie, c'est beaucoup trop complexe. À tel point que, lorsqu'on en arrive là, vous faites l'expérience de votre propre petitesse. Et vous sentez que cette affaire-ci, il ne faut pas que j'ai le gros cœur, comme on dit au quartier. Je ne peux pas piloter l'affaire-ci seule. D'accord? Je dois recruter des compétences. Je dois me faire assister. Et justement, la transition de la petite affaire pour l'industrie va forcément interpeller nous-mêmes au niveau de votre statut juridique. Parce que il faut aussi prendre en compte que vraiment, lorsqu'on parle d'industrie, on va passer au niveau en ce qui concerne la capitalisation. Donc il faudrait donc déjà que même au niveau de la petite affaire, vous ayez fait vos preuves, et des preuves à succès, pour une certaine mobilisation patrimoniale, mobilisation financière, qui vous donne de l'assise, de l'ancrage, de telle sorte que même si ça vient à ne pas être suffisant pour le projet industriel que vous avez, en rapport avec la qualité du management au petit niveau dont vous avez donné démonstration avec la petite affaire, même au niveau du système financier, on peut commencer à vous prendre au sérieux. Les indicateurs sont là quand même. Très bien. Que vous avez fait du bon travail à ce niveau-là. Donc, on peut prendre le risque avec vous. Et vous aussi, vous devez avoir des bonnes dispositions à vouloir vous ouvrir. Parce que c'est ça, notamment le changement de statut. Si pour porter le projet industriel, il faut capitaliser énormément, mais ouvrez-vous, devenez SA, ouvrez votre capital à deux personnes, aux gars qui ont la ressource, voilà, aux entités qui ont la ressource et qui peuvent venir. Voilà. Parce que si vous restez là obstiné, vous pensez que non, ça sera toujours une affaire où c'est vous, machin. Non, ça va piétiner. Parce que lorsqu'on parle d'industrie, ça devient lourd, ça devient sérieux. Et il faut prendre des compétences, Cyril. Il faut prendre des compétences. Rien que même d'abord dans l'ingénierie de l'organisation même de l'affaire. Non, ce n'est plus la petite affaire, les amis. Le type de compétences qu'il faudra prendre pour mener à bien l'affaire au niveau industriel, vous comprenez que non. Vous-même, vous pourriez même solliciter des gens qui ont les compétences pour recruter même à votre place. Parce qu'il ne faut pas avoir des prétentions démesurées. Dès qu'on parle de l'industrie, on est passé au niveau du système économique à un autre niveau. Et il faut que les gens le comprennent. Bon, je vais d'abord m'arrêter. Merci Alain Douk. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Il y a M. Sida qui vient nous recadrer ici. Je vais lire ce qu'il dit. Bonjour, perfecto. Mes amitiés à ton excellent panel. Comment créer des industries locales à partir des petits business pour la production préemptée des EVCAM? Cela ne doit pas nous paraître curieux. En fait, cela découle d'un processus de production légale choisi par cette entreprise. Pour ce cas-ci, EVCAM, tout comme Rolls-Royce, a opté pour un processus productif, produit ce qui est déjà vendu. Ce n'est pas de la sorcellerie, perfecto. Dans notre environnement, les entreprises industrielles et PMI sont plus dans le processus productif, produire puis vendre. Si qu'on parvient à survivre en combinant les deux précédents processus cités, mais c'est toujours insuffisant au point où l'État doit encore les subventionner. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie le message. Ça peut faire l'objet d'un débat. Ce que je voulais faire comprendre était celui-ci. Pour un pays donc comme le Cameroun, et Cyril Tchamba a pris un exemple. Lui voulait mettre sur pied une industrie locale qui doit donc utiliser du caoutchouc. Il ne peut donc plus. Il est parti d'un petit business. Vente de bottes. Monsieur Sida, est-ce que vous voyez un peu? Clair, vous êtes là, vos options choisies, Que faisons-nous donc des petits Camerounais? Et Cyril agit stratégiquement dès qu'on parle d'industrie, parce qu'il faut se rassurer qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous savez que des lois doivent être faites? Dans certains pays, il y a des... C'est ce vers quoi je veux et des restrictions. Vendre l'essentiel de votre production. Tout à l'heure, quand il parlait de la banane, de l'autosuffisance, je peux vous dire aujourd'hui qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Si on dit que les Camerounais ne mangent plus le riz et les pâtes, on ne sait pas quoi leur donner. Ça, c'est clair. Non, mais même avec ce riz et ces pâtes, ils ont faim. On le sait bien. Prends le grand septentrion, on connaît la situation. La banane qui est produite au Cameroun, pour la grande majorité, est vendue. Vous ne la voyez même pas avec les yeux. Par exemple, de Pédia, vous ne la voyez même pas avec les yeux. C'est de ce mois qu'il s'agit. Il n'y a même pas un seul cas. On interdit de prendre la banane qui tombe. Voilà. Après, celle qui tombe, c'est-à-dire que quand on a coupé,
Le gars qui tombe là, Et mon ami non Sida défend ça. mais c'est ce qu'il défend et je suis surpris. Et mon ami Sida avait Le contingentement. On vous dit que vous ne pouvez exporter que 15 tonnes. Vous voyez, Le reste, c'est vendu local. L'industrie chocolatière, par exemple. Non, M. Bidal Sida n'a pas Ils sont en raison. train de se battre pour des restrictions justement d'exportation. Exact. Parce que vous faites une usine de chocolat au Cameroun, Vous n'aurez pas de cacao. pas de cacao. Parce qu'il y a des négociants qui achètent En le amont, le cacao sur 10 ans. sur la tise. dans les Ce qui champs. fait que dès que le gars récolte, c'est déjà vendu. Il faut arrêter ça. Et c'est pour l'exportation. Et ça fait un frein. Et je vous ai dit en finissant mon propos que le Gabon nous vend l'huile de palme. Voilà. Alors Alors les qu'on a gens des... voient ça là, ils se disent que ça vient du Gabon, mon frère. C'est ce que je dis. Donc si on stoppe un peu l'importation du riz et des pâtes, Une petite volonté il politique. n'y a pas assez de macabo, assez de maïs, assez d'igname. On fait comment? Donc, et vous voyez, c'est pour Très ça bien. qu'on oublie l'import. Et vous voyez que une des premières denrées d'importation, c'est bien le riz et les céréales. Parce que on en Comme ça donne du cash flow immédiatement, Tout à fait. les gens persistent à y rester. C'est ça. À notre Ça devient- message, bonjour, Bien sûr. perfect, joyeux anniversaire à ton fils, petit Tango, c'est vraiment ta photocopie. Elle se voit, hein. Merci. Dans là-bas, il n'y aura pas de test d'ADN. Pas du tout. Non, madame est sérieuse. Madame est sérieuse jusqu'à présent. Ah, il faut féliciter madame. Elle est sérieuse jusqu'à présent. Bonjour. C'est n'importe quoi. Bonjour parfait, ici, très belle émission ce matin. J'aimerais avoir le prix du livre de Alain Douk et savoir comment me le procurer. Et si possible, avoir une dédicace. Merci et bonne journée à vous, c'est Adrien. Alain Douk lui-même vous répond. Oui, c'est très simple, hein, très simple. Soit vous m'appelez, vous prenez le numéro sur Facebook, parce que mon numéro est public, il est disponible là-bas. Soit vous me contactez, je vous donne le numéro de la maison d'édition, vous avez le choix. Mais si vous êtes en Europe, parce qu'on ne sait pas où il est, s'il est à Yaoundé, c'est simple. Mais s'il est en Europe, vous allez sur Amazon, vous tapez argent, A-2-R-H-E, et puis trait d'union, G-E-N-S dans Amazon, et le livre va apparaître, c'est environ 23 €, je crois, là-bas. C'est tout ça. Salut le panel. Un vieillard m'avait dit, c'est ton sang qui coule dans les veines de tes enfants et non chez ta femme. Prends soin de tes enfants et tu seras heureux. Je pense qu'il revient sur la dénonciation. Hein. Il continue en disant, salut le modérateur, salut le panel, rien n'est nouveau sur le soleil Cameroun. Nous avons un sous-sol riche en pétrole. Longtemps, la SNH a vendu notre pétrole sur le marché international et la Sonara, pour sa raffinerie, s'approvisionnait en brut au Nigeria et en Guinée équatoriale. Il cite le nom d'un village là. Hein. On produit de très bons jus d'ananas. Ils sont vendus à l'extérieur. J'ai volontairement sauté le nom de ce village-là parce que je n'arrive pas à bien le lire. Chococan produit de très bons chocolats qu'on ne nous vend pas ici, mais à l'extérieur. Notre bois est vendu à l'extérieur et nos meubles venus de l'étranger nous reviennent pas en bois, mais en détritus de bois. Autant d'exemples, nous n'aurons pas d'industrie si nous n'avons pas la fibre patriotique. Plusieurs contingences d'APA du gain l'en empêchent. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. Là, au moins, c'est Monsieur bon. Sida, viens encore défendre. Il dit. C'est bien dit, là. Mais je ne suis pas d'accord avec contingence, parce que c'est planifié. C'est du crime planifié. Bonjour Perfecto, comment comprendre que le président du JICAM, qui fait dans du blé, n'est pas un champ de blé? Le système industriel est fauché à la base. C'est Serge Yvan, depuis Berthois, qui envoie cette contribution. Trop de messages ce jour-là, prenons 2 ou 3 dernières contributions là. Bonjour Perfecto, très belle émission. Le monsieur qui définit industrie comme sigle là, c'est la définition que les Blancs qui ont créé ce mot, ou bien c'est sa définition à lui, puisqu'il ne cite aucune source. C'est Mohamed Vombi. Incroyable. Je ne réponds pas. Hein. Je donne la parole au monsieur là lui-même. Allons-y. Le monsieur qui définissait industrie là. Cette définition... C'est votre définition ou bien c'est comme les Blancs ont voulu? Non, ce n'est pas comme les Blancs ont voulu. Cette définition n'existait pas. C'est moi qui l'ai conçue. Voilà. Très bien. Donc, on ne doit pas toujours aller prendre ce que les Blancs ont dit. Maintenant, allons donc voir. C'est ce que